Dans l'épopée tumultueuse de One Piece, certains chapitres posent les bases comme des cartes au trésor, mais d'autres, comme le chapitre 1157, déferlent comme un tsunami de légendes, fracassant tous sur leur passage avec la fureur des pirates Rocks. Le chapitre 1157, l'ère des Rocks, s'impose comme un véritable raz-de-marée narratif, loin de se limiter à des actes de pillage ou de destruction. Oda brosse le tableau d'un équipage pirate qui transcende le simple banditisme pour incarner une légende du chaos pur. Les Pirates Rocks ne sont pas une vulgaire bande de hors-la-loi. Ils forment une tempête cataclysmique qui, en quelques années, a bouleversé l'ordre du monde. Chaque page claque comme un coup de tonnerre, nous rappelant avec force que les Rocks n'étaient pas un mythe, mais une réalité. Les Rocks n'étaient pas de simples pirates. Ils ressemblaient à de véritables catastrophes naturelles, déchaînant le chaos à chaque instant. Et ce moment épique où Rocks demande d'attaquer au lieu de se replier. Wow, du One Piece comme on aime. J'ai eu des frissons en lisant ça. Les gens ont directement réagi en décrivant ce chapitre comme étant monstrueux, historique. Et ils ont raison, certains allant jusqu'à dire qu'Oda vient de donner aux Rocks l'aura qu'ils attendaient depuis des décennies. Personnellement, je trouve que ce choix narratif transforme définitivement l'image des Rocks. Ils ne sont plus seulement un groupe de pirates réunis par la force des choses, mais les véritables maîtres de leur époque, de véritables pirates attirés par le butin. On peut presque dire, et ça fera certainement débat, mais on peut dire clairement que c'était l'ère des Rocks. L'attaque contre le monastère Dark Narks, des fédérations internationales des œuvres caritatives, illustre parfaitement cette brutalité, déguisée en vérité crue. Tandis que les prêtres implorent, jurant que l'or servira à nourrir les affamés, Lin Lin déchire le masque de cette façade. Si tel était le cas, où est la preuve? Pourquoi votre coffre sont pleins? Sa cruauté est doublée d'une logique glaciale, transformant la scène en procès violent contre l'hypocrisie des puissants. Shiki, fidèle à son instinct destructeur, choisit l'explosion plutôt que la négociation, ne voyant dans ses camarades qu'un obstacle à sa part du butin. Le souci, c'est que Shiki a envoyé une de ses bombes sur Kaido et New Gate, et cette crapule dit noir sur blanc dans le chapitre « Adios ». Et cette enflure de Shiki, il allait les laisser crever. Mais Shiki a oublié qui était New Gate, et qui était Kaido, et quel pouvoir monstrueux ils avaient. New Gate, qui a volé la vedette d'un simple geste de son fruit du démon, renversa la scène entière comme si le sol lui-même se pliait devant sa puissance. Là encore, Twitter s'est enflammé avec des réactions comme « Le jeune barbe blanche, l'homme était intouchable ». Et c'était vrai. Il ressortit avec Kaido et Kyo de façon épique, comme on peut le voir dans ce chapitre. À cet instant, on assiste à une discussion rare et très intéressante entre Kaido et Barbe Blanche. Barbe Blanche qui conseille à Kaido de bien choisir son fruit du démon, car il devra vivre avec toute sa vie. Et il avait raison. Kaido, n'ayant toujours pas de fruit du démon, comprend que pour s'élever, il lui faudra choisir son propre chemin vers la puissance. Et quand Rocks lui-même ordonne non pas la fuite, mais la contre-attaque, c'est le ton du chapitre qui bascule. Plus qu'un équipage, c'est une ère entière qui est forgée dans le sang et les flammes. Car au cours des 2 années qui suivirent sa formation, l'équipage des Rocks lança 16 assauts, fit sombrer 76 bateaux, incendia 14 ports, détruisit 5 villes, fut impliqué dans 3 affaires de violation de l'article 18 de la loi mondiale, et 25 crimes dont toutes mentionnées furent effacées. Ça m'intrigue. Il a dû faire des dingueries pour que ça soit effacé. Vraiment des dingueries. Ce qui m'a marqué, c'est la décision de Rocks d'attaquer au lieu de fuir. Un choix insensé mais qui résume parfaitement sa légende, celle d'un capitaine qui préfère brûler le monde que plier devant qui que ce soit. Au Nouveau Monde Enishi, Harald se met en travers d'un agent du gouvernement mondial qui avait emprisonné des pauvres gens innocents. Mais Harald, assistant à cette scène cruellement injuste, refusa d'accepter cette situation inacceptable, car ces braves gens avaient donné à manger au peuple d'Elbaf quand la famine régnait. Selon l'agent du gouvernement mondial, si Harald souhaite faire adhérer son peuple au gouvernement mondial, il serait grandement préférable qu'il ne soutienne pas un État non membre, sinon les perspectives d'adhésion risquent de subitement s'éloigner. C'est une menace subtile lancée par un membre du gouvernement mondial. Grave erreur, le roi Harald, pris d'une énorme colère, coula les bateaux du gouvernement mondial. Au bar d'Ida, l'atmosphère se charge d'un poids presque théâtral. 2 titans, Rocks et Harald, s'affrontent non pas avec des armes, mais avec des visions du monde. Rocks, un sourire carnassier aux lèvres, dénonce d'avance les mensonges du gouvernement mondial. Certains qui tordront son image pour la transformer en démon. Pour lui, l'unique voie logique serait qu'Harald et tout Elbaf rejoignent sa croisade contre l'ordre établi. Mais Harald, inflexible, refuse une fois encore. Son serment est clair. Elbaf s'alignera avec le gouvernement mondial.
mais par une voie légitime, pas par la destruction. Rox ricane, l'aiguillonnant avec cruauté. En te rasant la tête, crois-tu vraiment qu'ils accepteront? Et ces mots ravivent une douleur enfouie. Le souvenir du rire de Garp, l'évocation du héros de la marine, suscite chez Rox un état étrange, une admiration tordue. À ses yeux, Garp, avec sa haine viscérale et haut gradé, aurait été un pirate d'exception. Oda nous montre que même l'incarnation de la rébellion voyait Garp comme un rebelle qui n'acceptait pas les injustices du gouvernement mondial. Il le voyait comme un pirate manqué. Ce moment brouille totalement la frontière entre héros et pirates. Garp n'a jamais été un soldat docile. Il est une arme incontrôlable que même la marine redoute. Beaucoup de fans de One Piece sur Twitter considèrent que c'est l'un des instants les plus marquants du chapitre. Un rappel brillant qu'Oda n'écrit jamais ses personnages en noir et blanc, mais toujours dans des zones grises. Harald, quant à lui, s'accroche à sa foi. Il admet les failles d'un gouvernement trop vaste pour être pur, mais il persiste. La marine est une armée honorable. Et si elle accueille davantage de géants comme John Giant, il pourra réellement changer le monde. Rox, dans un souffle qui glace l'air, renverse cette idée. Des géants dans la marine, voilà une vision terrifiante. Le bar devient une scène de tragédie silencieuse où même Ida est appelée à trancher. Mais sa réponse, teintée d'une ironie maternelle, coupe Rox à vif. Si Harald était mon fils, je lui conseillerais de choisir les meilleurs amis. Ainsi, dans un simple échange autour d'un verre, Oda oppose deux conceptions irréconciliables. La foi dans les institutions et le rejet absolu de l'ordre établi. Sur Twitter, les réactions des fans se sont enflammées. Certains ont crié leur admiration. Harald est soit le géant le plus courageux, soit le plus insensé à rester aussi ferme face à Rox. Au quartier général de la marine, l'ambiance est tout autre, mais l'intensité n'en est pas moindre. L'amiral en fonction Kong expose à Garp, Sengoku et Tsuru les raisons officielles du refus du gouvernement mondial de coexister avec les géants. Des raisons qui sonnent comme des prétextes. Trop d'orgueil, trop de rancune ancienne, trop de cicatrices héritées du passé. Mais Garp, fidèle à son franc-parler, balaie cette logique d'un revers de main. Pour lui, c'est une absurdité pure. La force colossale des géants est précisément ce dont la marine a besoin pour défendre l'ordre. Sa voix gronde comme un coup de canon, mettant à nu l'étroitesse de vue des hautes sphères. Sengoku, plus mesuré, défend Harald, qu'il décrit comme un homme sincère cherchant à expier les fautes de son histoire. Tsuru, stratège lucide, rappelle cependant que les rumeurs courent déjà. Rox avait jeté son dévolu sur le prince d'Elbaf. Kong, implacable, ramène tout au poids des rancunes. Les blessures du passé entre le gouvernement et les géants sont trop profondes, trop ancrées pour être effacées. Garp, dans un élan presque prophétique, intime à Kong d'intégrer Elbaf comme une nation membre, une vision de paix et de puissance alliée. Mais la réponse tombe sèche glaciale. Kong n'a pas ce pouvoir. Dans ce silence pesant, Oda souligne une vérité cruelle. Même au sommet de la marine, les chaînes du gouvernement mondial sont trop serrées pour permettre un véritable changement. 42 ans avant le présent, une rumeur se propage comme une onde de choc à travers les mers. Shakuyaku quitte les pirates de Kuja. Pour beaucoup de lecteurs, cette révélation a eu l'effet d'un véritable déchirement, comme si un rêve s'était brisé. Certains fans ont décrit ce moment comme la fin d'une ère, un instant qui a arraché à jamais l'aura d'intouchable des Kuja. D'autres en revanche y ont vu une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand. L'un d'eux écrivait « Ce n'est pas une chute, c'est le début de la légende de Shaki ». Gloriosa, désormais parmi les pirates Rox, cherche à comprendre les raisons d'un tel choix. Lin Lin, avec son sarcasme mordant, insinue que l'amour pourrait être la faiblesse cachée des Kuja. Peut-être a-t-elle suivi un homme, ricane-t-elle, ajoutant qu'un jour la passion détruira l'héritage des guerrières. Cette phrase a immédiatement enflammé les lecteurs. Certains l'ont jugée d'une cruauté délicieusement iconique, tandis que d'autres ont pris parti pour la réplique, furieuse de Gloriosa. Cette dernière lui lance que Lin Lin, déjà mère de plusieurs enfants, ne pourra jamais comprendre les tourments d'un cœur consumé par l'amour. Un fan a parfaitement résumé ce passage en ligne. Quand Gloriosa défend Shaki, c'est brut et viscéral. Ce n'est pas qu'un dialogue, cela nous rappelle que même les guerrières les plus fortes portent des cicatrices du cœur. Puis la vérité éclate et tout bascule. Shakuyaku réapparaît à Ishonozu, guidée par Tritoma. Elle n'est plus une simple guerrière errante, mais une figure insaisissable que les pirates, déjà envoûtés, promettent de protéger. Ce qui nous surprend le plus, c'est sa demande. Elle ne réclame ni trône, ni trésor, mais seulement un refuge. C'est ainsi qu'est né le légendaire Sheshaki, Rip of Bar de l'arnaque. Un lieu presque mythique où même les Rox, monstres du chaos, se laissent séduire. Pendant ce temps, l'attention se tourne vers Harald, dont le destin bascule brutalement lorsque les 5 doyens tranchent enfin. Elbaf pourra rejoindre le gouvernement mondial, mais à une condition impitoyable. Les géants devront tuer Rox
de leurs propres mains. Cette phrase a frappé les lecteurs comme la foudre. Et moi aussi. Et les réactions n'ont pas tardé. Beaucoup ont parlé d'un pacte de sang qui enferme tout un peuple. Un fan l'a écrit avec force. L'orgueil d'Elbaf est devenu une arme. Ils ne choisissent pas leur avenir. Ils l'achètent au prix de la trahison. Pour moi, ce chapitre ressemble à une tragédie antique où chaque personnage incarne une philosophie. Shaki, déchiré entre amour et survie, devient une légende. Harald est broyé entre la loyauté envers son peuple et la marque de la trahison. Rox est mécontent de voir son ami Harald pencher du côté du gouvernement mondial et de leur faire confiance. D'ailleurs, à propos du roi Harald, qui souhaite ardemment intégrer le gouvernement mondial et semble prêt à tout pour en faire partie. Et si le gouvernement mondial lui avait demandé d'éliminer Rox Dikshebek, est-il alors possible que ce dernier ne soit pas réellement mort et qu'Harald et lui aient en réalité passé un accord pour simuler sa mort, permettant ainsi à Harald et à son peuple de rejoindre le gouvernement mondial, grâce à un fruit du démon présent sur Elbaf, qu'Harald aurait remis à Rox. Ce dernier aurait pu transférer sa conscience et son esprit dans un autre corps, celui de Teach, faisant ainsi de lui un être porteur de deux volontés.